Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 18e session du dossier Dracula. Alors cette partie, elle marque un basculement vers la troisième phase de cette campagne, c'est-à-dire le final, tel que c'est décrit dans le livre de base de Night Black Agents, dans la partie qui sert à construire la campagne. Il y a trois parties, l'ouverture, le milieu de partie et le final. Donc là, pour moi, on a basculé dans cette dernière partie, on se dirige vers le final, tranquillement, on n'y est pas encore, mais on entame cette partie-là. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, donc je redonne un petit peu tous leurs points aux joueurs pour qu'ils puissent amorcer cette partie avec davantage de ressources entre les mains. Alors, comment ça se traduit dans cette partie précisément, ce basculement vers cette troisième phase. Alors la première chose, donc, c'est qu'il y a eu l'apparition à la fin de la soirée du personnage de Eugène Dragos, qui avait déjà été rencontré, qui avait été évoqué, qui était inaccessible pour l'instant. Et donc là, je voulais le rendre de nouveau accessible, sachant que dans ma préparation, longtemps à l'avance, j'avais défini l'avant-dernier niveau de la conspiramide de Dracula par le culte satanique de Dracula. Et j'en avais défini une liste de membres. Donc il y avait Singleton, il y avait Madame de Saint-Amand, il y avait le général roumain, il y avait la journaliste du tabloïd. Bref, j'avais toute une liste de personnes et j'avais mis également Eugène Dragos comme membre de ce culte. Mais comme il a aussi un rôle au sein des Dômes, voilà, il devait agir de façon plus discrète. Donc je le fais apparaître à la fin de cette soirée pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça permet de continuer l'arc narratif autour du personnage de Yonut et de sa famille et des Dragos. Ça donne éventuellement aux joueurs une occasion d'agir vis-à-vis de lui, de saisir éventuellement cette opportunité, à leur risque et péril. Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que là, on joue un peu à un jeu de stop ou encore, quoi. C'est-à-dire, ils ont réussi à sortir de cette soirée avec le dragon noir, avec la dague. Est-ce qu'ils veulent encore jouer? Est-ce qu'ils veulent pousser leur chance un peu plus loin? Ou est-ce qu'ils sécurisent leur gain et s'arrêtent là? Voilà, il y a un petit peu cette décision-là à prendre. Et donc voilà, on arrive un peu aussi au niveau dans les derniers niveaux de la conspiramide. Donc voilà, c'est important que ça se mette en place. L'autre raison pour laquelle je fais intervenir Eugène Dragos, c'est aussi pour pouvoir donner un levier aux joueurs pour faire basculer le duc Ella de leur côté. Parce que j'avais dit donc que ce qui manquait, c'était le lien pour lui. Ce qui lui manque, c'est une preuve de ce lien entre Dracula et Eugène Dragos. Et donc là, je leur donne l'opportunité d'avoir ce lien-là. Et donc ça permet éventuellement d'utiliser cette information pour faire basculer le duc est là de leur côté. Donc on verra si ils sont amenés à utiliser ça de cette façon ou pas. Ensuite, au niveau donc de ce qui est ce qu'ils ont pu ramener de cette soirée, il y a donc deux choses. Il y a le dragon noir et il y a la dague. Ce sont deux objets qui sont décrits dans le livre, mais pour lesquels on a juste des indications qui sont assez générales. Par exemple, pour le dragon noir, on ne sait pas précisément son contenu. Là, j'ai choisi d'insister sur un point particulier, sur cette histoire de chapelle ctonienne, avec ce petit texte-là qui est pas un texte qui est dans la campagne, c'est un texte rédigé, que j'ai rédigé pour mettre, pour faire passer ces informations d'une façon un peu plus dans le jeu. Et donc, cette chapelle euctonienne, c'est un indice que je mets justement parce que je sais qu'on est à basculer dans cette dernière partie. Dans le livre de la campagne, on nous propose quatre capstones, quatre points culminants finalement de cette campagne, qui sont optionnels. On peut tout à fait en inventer d'autres. Mais donc là, ils en proposent quatre. Et donc j'ai décidé de m'inspirer de l'un de ces points culminants pour diriger la fin de cette campagne. Et donc,
voilà, j'ai besoin de l'existence de cette chapelle euctonienne. C'est un élément qui est important pour lutter pour réussir à vaincre Dracula. Et donc c'est une information sur laquelle je mets l'accent dans la découverte du dragon noir. Donc voilà, donc ça c'est le point sur lequel j'ai insisté. En plus, ils ont aussi dedans bien d'autres informations sur le fonctionnement de la scolomance, sur les vampires en général. Voilà, c'est un livre qui vient attester finalement l'ensemble des connaissances qu'ils ont eues jusqu'à maintenant, qui leur permet aussi d'avoir peut-être d'autres informations au gré de leurs recherches. Mais voilà, je voulais insister sur ce point-là parce que je vise maintenant l'affrontement final avec Dracula. Au niveau de la dague, c'est pareil, hein, j'ai choisi de garder cet aspect avec le démon qui est lié à la dague. Ça donne un côté un peu heroic fantasy, mais là j'estime je ne l'ai pas présenté de cette façon-là. Je pense que, alors justement, j'ai pas voulu incarner le démon, le faire parler directement par la voix du démon, les faire communiquer avec la dague. J'ai préféré prendre des chemins détournés. C'est pour ça que je leur pose, à partir du moment où la dague vient sur le tapis, je pars dans une série de questions, j'essaye de tourner beaucoup autour de cette dague, parce que j'estime que cette dague, finalement, dès qu'il la manipule, ou dès qu'il la regarde, ou dès qu'il la considère, elle va venir occuper les pensées de leur personnage. Et donc, pour essayer de leur faire ressentir ça, je pose de nombreuses questions aux joueurs. Hein, l'idée, c'est de créer une sorte de similitude, de les obliger finalement à consacrer du temps de jeu à cette dague. Alors peut-être ils auraient préféré juste la regarder, la mettre de côté. Là, je les oblige finalement à parler de cette dague, à réfléchir sur cette dague, à donner leurs impressions sur cette dague. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'elle a une influence sur eux et qu'ils ne peuvent pas s'en dépêtrer comme ça. Et ils sont obligés de la prendre en considération. Voilà, j'ai préféré la faire intervenir de cette façon plus indirecte, hein, puisqu'il n'y a pas de communication directement avec le démon en question, et surtout leur faire miroiter aussi les possibilités de cette dague si il venait à l'utiliser pour tuer quelqu'un. Elle pourrait les récompenser hein, par des visions, par des aides, etc. Donc voilà, donc là encore une fois, hein, ça permet de viser un petit peu la fin de campagne. Alors ensuite, il y a le personnage de Lady Talbot. Hein, Lady Talbot, donc là c'est un personnage qui est détaillé dans le livret de campagne. C'est le personnage de l'anthropologiste. Alors, comme d'habitude, hein, comme les autres personnages de la campagne, il est présenté en 3 versions. Innocente, c'est un atout d'Edom, où elle fait partie de la conspiration vampirique. Là, j'ai décidé d'en faire une innocente, parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de personnages qu'ils ont rencontrés qui étaient finalement reliés soit à Edom, soit à la conspiration. Hein, j'avais déjà évoqué ce problème lorsque j'avais introduit le personnage du flic à Bucarest. Et donc, je pense que c'est bien de temps en temps de leur présenter des personnages qui peuvent être des ressources, amènent des informations, mais ne sont pas liés à la conspiration de façon générale, ou ne sont pas impliqués dans les luttes. L'idée, c'est aussi de créer des relations un peu plus humaines, de faire des relations qui peuvent être un peu plus normales, qui sortent aussi un petit peu de cet affrontement perpétuel avec les vampires, avec Edom. Donc j'ai choisi d'en faire un personnage innocent. Alors même dans la description du personnage innocent du livre, elle est rattachée quand même au culte de Lilith. Alors ça c'est pareil, hein. Donc Lilith c'est également un personnage qui est proposé dans la campagne. Hein, j'ai choisi de le mettre en retrait aussi ce personnage parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'antagonistes qui ont été introduits auparavant. Là on arrive dans la dernière partie de la campagne. J'ai pas forcément envie d'introduire un nouveau protagoniste, un nouveau vampire d'envergure en plus, une nouvelle créature surnaturelle. Je trouve que c'est un peu tardif pour mettre ça en branle. Je pense que ça aurait été bien peut-être de l'amener auparavant, peut-être de tisser quelque chose autour de ça, mais là,
ça me semble trop tard de développer ça et d'amener encore une piste qui mènerait vers Lilith, vers ses suivants, etc. Donc j'ai limité la chose au maximum. Donc il y a eu l'accès aussi au Zohar. Donc le Zohar, c'est aussi un livre qui est décrit dans la partie artefact de la campagne. Et pareil, c'est très flou sur ce qu'on peut y trouver. Donc là, il y avait une requête. Hein. J'avais dit que ça pouvait servir à concevoir cette fameuse planche de Ouija qui avait été vue chez Singleton, hein, même si la technique du Ouija n'était probablement pas connue ou utilisée telle qu'elle à l'époque du Zohar. On peut imaginer qu'il y a des rituels qui s'en inspirent et qui permettent de faire quelque chose de semblable. Et j'en profite aussi pour introduire de nouveau l'histoire du golem, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui est proposé aussi dans la campagne, hein, l'histoire du parchemin qui permet de créer un golem, qui permet d'avoir une sorte de serviteur puissant à ses côtés. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé quand même d'introduire, puisque je suis parti sur des vampires qui sont damnés. Je parle bien de l'enfer, je parle de démons. Donc il y a une dimension religieuse finalement à cette opposition. Et donc ça me paraissait approprié d'introduire ce phénomène, cette possibilité de golem à travers le Zohar. L'idée aussi avec ce personnage de Zarina Petran, hein, de Lady Talbot, c'est d'offrir un personnage où j'ai décidé de passer un petit peu de temps aussi pour créer un lien avec ce personnage, pour que ce personnage soit vivant, encore une fois parce que peut-être qu'il va être amené à mourir ou à être mis en difficulté ou en danger. Et donc il y aura peut-être des choix à faire par rapport à ce personnage-là. Hein, voilà, on est dans le mode drama. Dans le mode drama, on joue beaucoup sur les liens des personnages avec les PNJ, hein, pour mettre ces PNJ en danger, pour faire réagir aussi, pour imposer aux joueurs des choix cornéliens entre leurs proches et leurs combats. Voilà, donc il y a un petit peu cette idée de mettre ça en place à travers ce personnage-là. Donc voilà pour cette séance 18 qui s'est terminée par plusieurs perspectives, plusieurs interrogations des joueurs sur ce qu'ils allaient faire, sur dans quelle direction ils allaient aller. On va voir si ils vont choisir un chemin intéressant et si surtout cette confrontation finale va continuer à se forger. J'ai déjà enregistré l'épisode suivant et je peux vous dire qu'il se passe quelque chose d'assez important dans l'épisode suivant. Je vous donne rendez-vous bientôt pour en parler.